Et c'est parti pour notre grand débat du vendredi avec cette question: le gouvernement a-t-il raison de vouloir réformer l'épargne retraite? Pour en débattre, Henri Sterdignac. Bonjour Henri. Bonjour. Membre des économistes atterrés. Et bonjour aussi à Olivier Babot. Bonjour. Bonjour. Économiste et professeur à l'Université de Bordeaux. Alors c'est vrai que quand on parle du PERCO, du PERP, du Madelin, de l'article 83, il y a beaucoup de contrats d'épargne retraite qui existent aujourd'hui. Le gouvernement, on a bien compris son point de vue, il trouve tout ça trop complexe, pas assez utile à l'économie. C'est pourquoi dans le cadre de la loi Pacte sur les entreprises, il y a cette volonté de réorienter les investissements des épargnants vers les entreprises et puis aussi de faciliter la portabilité de ces contrats d'épargne retraite. Est-ce qu'il y avait vraiment, selon vous, allez Henri, il y avait vraiment urgence ou pas à réformer ces contrats retraite? C'est vrai que ça pèse pas grand-chose, ça pèse 200 milliards d'euros. L'assurance vie, c'est 1700 milliards, donc c'est vrai que ça ne pèse pas grand-chose. Il y avait urgence ou pas Vous savez, David, que la meilleure épargne retraite, c'est la retraite par répartition. C'est un système extrêmement efficace qui garantit en France à la quasi-totalité des salariés d'avoir une retraite qui leur assure le même niveau de vie que lorsqu'ils étaient en activité. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir une réforme des retraites qui diminue très fortement le taux de remplacement dans une vingtaine d'années. Et par ailleurs, on a un système dit d'épargne retraite qui est extrêmement compliqué, avec énormément de dispositifs. Ces dispositifs sont différents et jusqu'à présent, je ne vois pas, peut-être que je me trompe, où est le projet pour transformer l'épargne retraite, puisque M. Bruno Le Maire nous a dit qu'il faut rapprocher les règles des produits existants dans le respect de leurs spécificités. Donc ça veut dire que naturellement, il n'y a pas de grand plan. Et puis ensuite, la deuxième phrase, c'est il faut une souplesse accrue sur le retrait des sommes épargnées à l'âge de la retraite pour tenir compte du souhait des épargnants de disposer d'un capital. Ce qui veut dire que ce n'est pas de l'épargne retraite et donc il n'y a pas de projet cohérent actuellement du gouvernement. Il faut savoir que 85% des gens interrogés disent on veut une sortie en capital et on ne veut absolument pas une sortie en rente. Donc ça ne répond pas à la problématique. Mais en même temps, on se dit que, et je donne la parole à Olivier, on se dit que si effectivement il y a un risque d'avoir des pensions moindres, l'idée d'avoir un complément d'épargne avec, encore une fois, un produit d'épargne retraite qui permet de donner des pensions en plus, ça permet de compenser peut-être des pensions qui seraient mangées. Il y a une forme de cohérence en tout cas de la part du gouvernement. Il faut savoir, est-ce que le gouvernement est prêt à dire effectivement vous aurez des retraites minables dans 20 ans et en contrepartie on va demander aux gens d'épargner plus? Question, pourquoi pas directement augmenter les cotisations retraite? Alors, il en pense quoi Olivier Babot? Écoutez, d'abord, si ça fonctionne bien la répartition. Hein. Alors non, alors moi évidemment pas. Justement, on peut analyser cette réforme comme étant précisément une réponse au fait que notre mécanisme de répartition est à bout de souffle. C'est amusant les gens qui protestent en disant j'ai cotisé toute ma vie pour avoir droit à. Mais ce qu'il faudrait leur expliquer, c'est qu'en fait ils ont cotisé toute leur vie pour donner directement aux gens qui à l'époque étaient à la retraite. Et maintenant il faut des gens qui travaillent aujourd'hui pour financer leur retraite. C'est ce que les gens n'ont pas très bien compris sur le système par répartition. Les gens ont compris, les gens ont parfaitement compris, alors, contrairement le à gros vous, problème, que le système je vous ai pas coupé, de donc, retraite si je est pouvais un continuer, système de merci. solidarité intergénérationnelle. Merci c'est dommage que vous ne l'ayez pas compris. Vous pouvez avoir un système de solidarité avec vous-même plus vieux, c'est aussi une très très bonne solidarité, c'est le principe de la capitalisation. Et en réalité, on voit bien que ce système est à bout de souffle pour des raisons démographiques. Tout simplement, il faut le dire, il faut le répéter, on n'a plus assez de gens qui vont financer. Donc finalement, au bout d'un moment, on sait très bien qu'il va y avoir un peu des trois dans le cocktail, augmentation de la cotisation, baisse des reversions ou augmentation de la durée. Donc on pourrait dire que l'augmentation de l'épargne salariale, et vous l'avez dit, c'est 200 millions, c'est très peu par rapport… 200 milliards. 200 milliards, oui, par rapport à 1700 milliards de l'assurance vie. C'est très peu, c'est beaucoup trop peu. Et évidemment, il faut le développer avec le deuxième objectif qui est aussi de permettre de mieux financer l'économie et de permettre de financer notamment les PME. Et c'est toute cette idée de la réforme de permettre de donner plus de lisibilité. Effectivement, aujourd'hui, c'est assez peu lisible, assez complexe. Essayer de simplifier pour permettre à l'épargne constituée de se diriger vers là. Alors la question après, sortie en rente ou sortie en capital, ça c'est une des questions qui est discutée. Effectivement, il y a un vrai débat. Le choix, les gens veulent avoir un capital, mais finalement c'est ce qu'ils font aussi à travers la pierre, parce qu'aujourd'hui, les gens pour se faire leur retraite, vous savez qu'en France, c'est soit assurance vie en réalité, en plus du système par répartition sur lequel on ne compte pas beaucoup, soit évidemment la pierre.
Je suis heureux de savoir que les gens ne comptent pas sur la répartition. C'est quand même là-dessus qu'ils vivent. C'est quand même un système qui assure aux retraités un niveau de vie satisfaisant. Et qui continuera à l'assurer un peu moins satisfaisant, mais quand même à un niveau... un peu moins minable. Un peu moins satisfaisant. Et par ailleurs, il y a une contradiction. Enfin, actuellement, on nous raconte deux histoires qui sont contradictoires. C'est que d'un côté, on dit on va développer l'épargne retraite, sachant que, je répète, les gens sont très réticents à la sortie en rente, et que si effectivement il n'y a pas une sortie en rente, c'est pas de l'épargne retraite, et si c'est pas de l'épargne retraite, on ne peut pas mettre en place des dispositifs d'exonération fiscale. Donc il y a une contradiction dans le projet. Que je comprenne, Henri. Quand il n'y a pas de sortie en rente, vous estimez que ce n'est plus un contrat d'épargne retraite? La particularité, ce qui définit l'épargne retraite, c'est il y a une sortie en rente, et deuxièmement, puisqu'il y a une sortie en rente, on peut exonérer de fiscalité à l'entrée et faire payer la fiscalité à la sortie. C'est l'avantage du PERCO, du préfonds, et ça, c'est tout à fait justifié. Et du PERP aussi. Et du PERP. Ouais. Excusez-moi, je voulais dire PERP. Si effectivement on n'a pas ce dispositif, et si on dit on peut sortir en capital, à ce moment-là, c'est plus de l'épargne retraite, et il y a une confusion totale. Et le second point qu'il faut dire, c'est qu'avec un instrument, on ne peut pas avoir deux objectifs. On a d'un côté l'objectif, la retraite, aider certaines personnes effectivement, éventuellement à se constituer une retraite, et puis un second objectif qui est apporter du fonds propre aux entreprises françaises, et ces deux objectifs, c'est très différent. Pourquoi c'est incompatible? Parce que les besoins... Non, je ne sais pas, c'est une question on peut se poser. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est complémentaire, finalement. C'est ce que nous vend le gouvernement. Si on avait des formidables fonds de pension françaises qu'on n'a jamais voulu créer, on pourrait peut-être arriver à financer beaucoup plus d'entreprises. Or, nos entreprises, aujourd'hui, elles sont financées par des fonds de pension américains, et c'est un petit peu dommage. Nous avons déjà un taux d'épargne des Français qui est extrêmement élevé, 14%, qui est beaucoup plus élevé que celui des Américains ou celui des Anglais. Le tout, c'est de mettre en place des dispositifs qui font qu'effectivement, cette épargne alimente les fonds propres des entreprises. Et ce n'est pas forcément la même chose que de dire c'est de l'épargne retraite. Mais on a une banque publique d'investissement qui pourrait très bien jouer un rôle très important pour financer les entreprises, pour financer le capital investissement. Il faut simplement qu'elle accepte de vendre aux ménages des produits fonds propres des entreprises. Les 50 milliards de dividendes que les boîtes du CAC 40 vont distribuer encore une fois aux actionnaires, on sait que tout ça va partir à l'étranger. Pour M. Smith et sa retraite en Californie, c'est pas dommage que cet argent toutes ces boîtes qui font des profits, ça reste en France, ça reste pour les épargnants français, pour leur retraite? Vous savez, c'est une question de principe ou c'est une question de... C'est pas une question de principe, mais on a déjà des dispositifs. Le plan Comment voulez-vous faire plus que les dispositifs existants, le PEA d'un côté et le PERP de l'autre? Le problème, c'est que les épargnants français sont échaudés par la crise de 2007-2008. Le problème, c'est de leur proposer des produits qui effectivement vont aux entreprises. Vous n'êtes pas contre sur le principe? Je ne suis pas contre, à condition qu'effectivement ce sont des produits qui aillent vers le fonds propre des entreprises, pas forcément en bourse, et qui aillent vraiment vers le fonds propre des entreprises. Il a raison, Henri. Et on a une banque publique d'investissement, pourquoi pas l'utiliser? Il a raison de faire le distinguo entre l'apport en fonds propres et le fait de se dire derrière, c'est juste du casino, c'est juste la bourse, c'est juste... C'est toujours cette grande lutte entre est-ce que c'est de la spéculation ou est-ce que c'est de l'investissement, ou est-ce que s'arrête la spéculation ou est-ce que commence l'investissement. La bourse, c'est aussi un outil vital pour beaucoup d'entreprises pour se financer. Je veux dire, on peut pas dire le contraire. La préférence pour l'étatisation, ça, je comprends bien. Que ce soit une banque publique qui toujours effectivement organise les choses. La réalité pour la retraite, elle est très très simple. Vous avez des gens qui effectivement, on en parle beaucoup, c'est peut-être parce qu'on est en France plus inquiet qu'ailleurs, on peut dire sur notre capacité à long terme à assurer notre pouvoir d'achat, donc les gens mettent de côté, c'est ça, c'est de la consommation différée, sur lesquelles l'État essaye de trouver toutes les façons pour mettre ses doigts crochus sous des formes fiscales. Parce que de ne pas avoir assez avant la retraite. Et exactement, parce qu'on a vraiment cette inquiétude, et je crois qu'aujourd'hui les jeunes peuvent très légitimement être très inquiets, parce qu'on sait très très bien que la retraite, ça va être de plus en plus dur, de plus en plus difficile, puisque c'est évidemment pour des questions démographiques. Oui, c'est une pyramide de Ponzi, je veux dire, la retraite par répartition, tout le monde le sait, il faut quand même le dire. Évidemment que si. Vous dites n'importe
quoi? Si. C'est le système qui est le plus contrôlé. On a un Et comme c'est bizarre, on est les seuls quasiment au monde à l'avoir mis en place. On a un comité mais ça, c'est le génie français, évidemment. On est les seuls à avoir raison. On a un comité de suivi des retraites. Oh, mais c'est tellement formidable d'avoir un comité de suivi. À 70 ans qui nous garantissent qu'effectivement, le système... C'est le corps, c'est important. C'est le corps, c'est le comité Conseil d'orientation des retraites qui a dit... C'est formidable. Qui nous garantissent qu'effectivement, le système est tenable à moyen terme, avec un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits, le report de le fait que les gens vont partir à la retraite à 64 ans et non plus à 60 ans comme il y a quelques années, le fait que, grosso modo, il va falloir choisir est-ce qu'on accepte ou non cette baisse de 20% du niveau des retraites, mais il faut dire clairement aux jeunes... D'où ça sort le 20% Le 20%, c'est les chiffres du corps. C'est dit que le corps nous dit le système peut être équilibré en 2035-2050 à condition que, on travaille en moyenne jusqu'à 64 ans, deuxièmement, qu'on accepte une baisse du niveau des retraites de l'ordre de 20%. Donc, c'est pas idiot de se dire qu'on peut aussi cotiser. Donc, c'est pas idiot de se dire que le système est assuré et qu'il n'est pas catastrophique. Et que les gens ont besoin de compléter, parce que moi, j'ai pas l'impression que ça soit spécialement le problème, effectivement, c'est qu'il y a une campagne des compagnies d'assurance, une campagne des banques et une campagne malheureusement de certains économistes peu avisés qui essayent de mettre le doute sur l'existence du système, sur la pérennité du système. Mais bon, non, le système, la retraite, la santé, c'est assuré. Allez, on est sur le ring, on y va. Là. Non, je préfère pas relever, parce qu'en matière évidemment de compétences, il ne s'agit pas de faire un match, parce que c'est évidemment sans intérêt. Plus intéressant sans doute de faire le lien avec la réforme future des retraites et le fait qu'on va passer un système par points qui va être très équitable, sur lequel il y a un débat, mais qui aura en tout cas un effet, probablement l'effet qu'il a eu en Suède, notamment quand il a été mis en place. Alors, on dérive pas un peu par rapport au sujet. Mais si, parce que c'est complémentaire les deux, parce que finalement, vous voyez bien, au-delà des distinguos, c'est l'épargne retraite, parce que c'est du capital, enfin, c'est de la rente, c'est pas du capital. Ouais. Il y a un truc très clair, c'est que les gens, quand ils créent de la valeur tout au long de leur vie, ils veulent mettre une partie de cette valeur. Il ne faut pas oublier que la retraite, le système de retraite, c'est l'épargne forcée en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est dire, on va vous obliger à mettre de côté pour vos vieux jours, parce que sinon, vous auriez un problème, les économistes appellent des préférences intertemporelles, qui fait que vous allez préférer consommer tout de suite et après vous retrouverez bien mari quand vous serez plus vieux. Voilà. Et donc, on oblige les gens à prévoir. Mais les gens, en fait, prévoient quand même pas mal, parce que justement, ils mettent en plus de côté, parce qu'ils sont un petit peu inquiets. L'idée, alors, ils le mettent en investissant dans un appartement quand ils ont un peu de... Voilà, donc ils ont créé tout au long de leur vie de la valeur. La vraie question, c'est comment cette valeur qu'ils ont créée va pouvoir être mise de côté de façon relativement certaine, mais en même temps pouvoir profiter à l'économie et pouvoir quand même un petit peu avoir une sorte de rentabilité, une rentabilité minimale. C'est cet arbitrage qu'il faut faire. Évidemment, c'est en complément d'un système. Je rêve pas, j'ai beau être libéral, je rêve pas qu'on mette fin malheureusement au système par répartition. De toute façon, on est enclenché là-dedans, donc ce serait très très difficile d'en sortir. Ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, j'ai l'impression qu'un petit peu comme pour la sécurité sociale, pour la santé, vous allez de plus en plus avoir le développement, en fait, c'est vrai, d'un système, on pourrait dire, complémentaire, qui va donner un pouvoir d'achat complémentaire aux retraités, un système qui, lui, est totalement, finalement, basé sur le capital. Il ne faut pas oublier que si ce système se développe, ça voudra dire qu'à court terme, on va augmenter l'épargne des ménages et on va peser sur le profit des entreprises, deux choses qu'on n'a absolument pas besoin actuellement. J'ai pas compris, là, redites-moi ça. Si vous voulez développer massivement actuellement un système d'épargne retraite, il faut récupérer de l'argent. Et le risque, c'est qu'on récupère l'argent au niveau, soit en imposant aux entreprises de payer des primes pour la retraite de leurs salariés, soit en prélevant des primes plus ou moins obligatoires aux salariés. Olivier, si le corps a raison et que pour équilibrer le système à horizon 20 ans ou 30 ans, il faut accepter de perdre, de bosser plus longtemps et accepter de perdre 20% sur sa pension. L'idée, je trouve, de compenser ça par une autre forme d'épargne n'est pas idiote. Est-ce que le gouvernement, en voulant courir deux lièvres à la fois, d'un côté, mieux financer, encore une fois, peut-être les PME, les entreprises françaises, et de l'autre, apporter plus de rémunération, parce qu'il y a plus de risques, donc peut-être plus aussi des rémunérations pour les particuliers. Parce que c'est vrai que quand on épargne sur les produits type PERP, PERCO, le gros, même l'assurance vie, va quoi? Sur des fonds euros. Le fonds euro, c'est le financement du train de vie de l'État, des obligations de grandes entreprises non risquées. C'est pas ça qui apporte de la rémunération. Je peux vous faire deux réponses. Donc est-ce que ça ne se tient pas quand même intellectuellement, même ça ne se tient pas pour deux raisons. D'abord, ça pourrait être vertueux. Pourrait être vertueux parce que d'une part, si on est prêt à payer plus, autant garantir le niveau des retraites en acceptant des hausses de cotisation. Deuxièmement, je le répète, les
les intermédiaires financiers ont le plus grand mal à placer des placements en vraie épargne retraite, parce que les gens, quand on leur dit il y a une sortie en rente, ils leur disent ça nous intéresse pas. Et troisièmement, je vais avoir un point de vue libéral. Je veux voir ça, attention. Je m'assois bien. Je m'assois. Est-ce que effectivement c'est l'État qui doit décider les placements que doivent proposer les intermédiaires financiers, alors que les intermédiaires financiers, ils sont libres. Ils n'ont qu'à proposer effectivement les placements, ce qu'on appelle la gestion pilotée. Rien n'empêche les intermédiaires financiers de les proposer. Le problème, c'est de quoi se mêle l'État. Voilà. Si effectivement les actions sont rentables, c'est les intermédiaires financiers de les proposer, des produits plus sûrs, et pas dire on attend que l'État. Oui, mais encore une fois, je laisse Olivier répondre, mais si aujourd'hui les clients ne vont pas vers ces produits d'épargne retraite parce qu'on ne peut pas sortir en capitalisation et plus en rente, le gouvernement va dans le bon sens en disant on pourra sortir avec plus de capitalisation. Et donc les clients seront peut-être plus enclins pour aller vers ce type de produit. Mais David, à ce moment-là, c'est plus de l'épargne retraite. Ah ben voilà, après on revient au sujet. C'est quand même une forme d'épargne retraite. Vous pouvez, pourquoi pas, finalement, l'épargne retraite, c'est aussi mettre, si vous le voulez, il y a des gens qui le font, des billets sous votre matelas. Je veux dire, c'est comme ça, concrètement, c'est de l'argent que vous avez créé, que vous avez gagné à un moment donné. C'est pas une pension, vous décidez de ne pas le dépenser. Et je veux dire, quand vous investissez dans votre appartement, c'est ça, je veux dire, c'est pour votre retraite. Dans la tête des gens, ça ne fait aucune différence. Alors, on peut faire des distinguos universitaires, mais pour les gens, c'est pas la différence que ça fait. Et effectivement, on voit tout à fait la logique qu'il y a à essayer. Qu'est-ce qu'il y a dans les mesures, donc, encore une fois, qui ont été proposées cette semaine par Bruno Le Maire, qui vont dans le bon sens? Parce que sur le principe de dire la portabilité d'un produit d'épargne quand on change d'entreprise, qui vous suivent aujourd'hui, c'est possible, mais c'est compliqué, c'est coûteux. On se dit que ça va dans le bon sens aussi, non? Malheureusement, on va avoir un point de vue libéral pour une fois. Le gouvernement, contrairement à ce que vous croyez, la conversion est en cours. Mais oui, ça y est. Ce que vous croyez, David, le gouvernement n'est pas prêt aujourd'hui à assurer cette portabilité. Il n'est pas prêt. Pour une raison simple, c'est qu'actuellement, il y a des produits différents, chacun avec des avantages différents, et qu'actuellement, on ne peut pas, pour des raisons de lobby différents, fusionner le PERCO et le PERP. Parce que le PERCO et le PERP ont des avantages fiscaux totalement différents. Vous avez raison. Et donc le gouvernement je parle de la portabilité. Je parle de la portabilité. Pareil. Le fait quand on change d'entreprise, que le PERCO vous suive. Le PERCO peut vous suivre, mais vous ne pouvez pas. Bon, il y avait un projet de la Fédération française des sociétés d'assurance libérale disant on met tout ça, on fusionne tout ça. Le gouvernement a refusé parce que les avantages des uns et du PERCO et du PERP ne sont pas les mêmes et qu'il y a entre les assurances, les mutuelles et les banques qui chacun promeut son produit, il n'y a pas d'accord pour un produit unifié. Chacun donc actuellement, on pointe. Qu'est-ce qui est intéressant dans les mesures du gouvernement telles qu'elles ont été annoncées? Tout à fait, il y a une lutte concurrentielle, et ça c'est évident. Donc on peut appeler ça des lobbies, c'est-à-dire des gens qui développent plutôt, qui essayent d'avancer plutôt leurs propositions plutôt que d'autres, effectivement, entre les assurances et les banques notamment. L'État a forcément un rôle, malheureusement, parce qu'il a un rôle à travers la structure de la fiscalité qu'il met en place, parce que c'est cette fiscalité qui fait que vous allez avoir des choix qui sont assez différents. Donc effectivement, on pourrait dire il y a une certaine volonté de simplification. En France, le problème des droits sociaux, on parlait de la portabilité pour les droits sociaux aussi. C'est vrai qu'en France, on a ce problème-là, qu'on pourrait dire on a des systèmes qui sont souvent extrêmement complexes, peu lisibles. Par exemple, sur la performance de vos placements, c'est très difficile. C'est un des problèmes du fonds Eurocroissance qu'ils essayent de simplifier. Et surtout en silo. Voilà, en silo. Et ce qui peut d'ailleurs aussi limiter leur performance, d'ailleurs, parce que justement, on n'arrive pas à dire il n'y a pas cette espèce de fongibilité des actifs. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, en réalité, en France, quand on parle de simplification, il y a souvent une grande différence, on pourrait dire, entre le projet initial et la réalité. Il y a deux points qui sont très importants. Premièrement, il faut que les fonds soient bien cantonnés, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux assurances la capacité de prendre les profits et de les mettre dans tel fonds ou dans l'assurance vie. Donc il faut que ce soit des fonds cantonnés. Et deuxièmement, il a raison. Bien sûr, j'ai raison. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir des privilèges différents entre le secteur public et le secteur privé. Si on unifie le système de retraite, il ne faut pas permettre aux entreprises d'avoir trop d'avantages fiscaux pour la retraite de leurs salariés. C'est un point très important. Il y a un truc là comme ça que je relève. Henri disait finalement, si on doit épargner un peu plus, si on
d'un côté, on peut augmenter les cotisations encore une fois, pour mieux financer le système par répartition. Donc, soit d'un côté, on fait ça, on cotise plus, soit d'autre, on met de côté tous les mois dans un contrat d'épargne retraite. Est-ce que l'un et l'autre ne se valent pas à Le risque, c'est qu'on finisse par faire les deux, c'est-à-dire que les gens vont à la fois devoir cotiser plus pour payer la retraite de celui qui est actuellement à la retraite, et deux, épargner plus pour lui-même. C'est un petit peu le problème de la double peine qui risque de se poser. Il y a la double peine, ça. Oh, on les accorde sur la double peine, c'est merveilleux, on peut finir là-dessus. Henri Sterdignac d'un côté, donc membre des économistes atterrés, et Olivier Babot, économiste et professeur à l'Université de Bordeaux. Merci à tous les deux.